Je dirais que la France, elle n'est pas complètement dénudée face à un conflit. Elle a des qualités, elle a des armements, mais elle n'est pas prête face à ce type de conflit. L'opinion publique, je le disais tout à l'heure, n'en veut pas de cette guerre, c'est une évidence, et vous le rappeliez. Et pourtant, vous parliez d'apaisement, mais on a vu Vladimir Poutine afficher ce matin, non pas un véritable état d'esprit d'apaisement, puisqu'il a annoncé la réussite d'un essai final pour le missile de croisière à propulsion nucléaire. On va l'écouter dans un instant, mais vous vouliez réagir juste avant, Xenia, au propos d'Arnaud. Oui, je voulais juste dire que c'est vrai que je dis que je vois aucune possibilité que la Russie envahisse la France. Après, quand vous avez dit un conflit avec l'OTAN, c'est tout à fait possible parce que c'est l'OTAN qui veut, en fait, qui avance et l'OTAN qui participe dans les armements de l'Ukraine, d'instruction, d'intelligence. Donc, en façon, mais qui dit il y a OTAN, déjà... est-ce que dit France aussi derrière? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est juste que de toute façon, il y a déjà un conflit qui n'est pas direct, mais un conflit avec l'OTAN. Ça se passe devant nos yeux. Moi, je trouve que tirer la sonnette d'alarme est absolument nécessaire parce que, d'abord, ces généraux, ce chef d'état-major, et d'ailleurs aussi le chef d'état-major Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, qui lui nous a expliqué sur RTL que demain, tout pouvait basculer. Alors, l'un nous dit le conflit peut se produire dans 2-3 ans, et l'autre, c'est peut-être demain matin, avec une possibilité d'envoi des troupes en Ukraine. Enfin bref, tout à coup, on est sur des tonalités guerrières. Alors qu'on tire la sonnette d'alarme sur l'absence, finalement, je dirais que la France, elle n'est pas complètement dénudée face à un conflit. Elle a des qualités, elle a des armements, mais elle n'est pas prête face à ce type de conflit. Je vais vous donner juste un exemple. Au mois de juin dernier, la Chine, qui est indirectement partie prenante de ce conflit, même si officiellement elle n'y est pas, a fourni 200 000 kilomètres de fibres optiques pour les drones, qui sont en ce moment les drones les plus redoutables. Ce ne sont plus les FPV, il y en a encore, mais c'est les drones à fibre optique parce qu'on ne peut pas les brouiller. Et actuellement, les longueurs des prises des Russes en ce moment au niveau du front correspondent à peu près aux longueurs d'utilisation de ces drones à fibre optique. 200 000 kilomètres pour le mois de juin dernier, fournis par la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une guerre d'une totale autre dimension que celle à laquelle ont été habituées nos armées depuis 10, 15 ans, avec des guerres asymétriques en Afrique, des opérations de police, de maintien de l'ordre, des traques aux djihadistes, utilisant beaucoup les forces spéciales. Mais si vous voulez, par rapport à la façon dont la guerre a évolué en Ukraine, malheureusement, il faut reconnaître une chose, humblement, qu'on a besoin de se perfectionner. Donc le chef d'état-major tire la sonnette d'alarme aussi pour un électrochoc vis-à-vis de nos politiques, pas forcément la population. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, ça inquiète les gens. Alors, ça me paraît logique que le fait de dire attention, s'il y a un conflit, on n'est pas prêt et il va falloir se préparer. De le dire, ça me paraît logique. Après, c'est la porte ouverte, et on l'a vu tout le week-end, à des délires guerriers sur les plateaux de télé avec certains journalistes nous expliquant comment la Russie allait passer par la Moldavie, l'Autriche, et pratiquement nous donnant la carte d'intervention de la Russie jusqu'à ce qu'elle arrive à Paris. C'est cela qui apparaît pas cohérent. C'est ce langage qui est terrible. Il faut bien convaincre aussi les Français de payer plus pour le budget de l'armée. Comment vous passez de 1,5% du budget à 4% du budget? C'est un peu comme ça que je vois l'alerte aussi du chef d'état-major. Des dizaines de milliards d'euros en plus. Donc si vous ne dites pas on risque d'entrer en guerre, pourquoi les Français paieraient des dizaines de milliards d'euros en plus? Mais après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le discours très contradictoire, parce que le même expert des plateaux télé qui disent que l'armée russe est en train de s'enfondre, qui ne marche plus en fait, qu'il n'y a rien, ils ne peuvent rien faire. En même temps, c'est l'armée qui va envahir la France dans quelques années. Mais c'est juste incroyable. Ces discours, c'est contradictoire. C'est un peu...
psychopathe, en fait. Et peut-être, effectivement, comme disait Régis Le Sommier, c'est-à-dire que c'est un discours qui part du principe que la guerre se fait comme il y a plusieurs années. Or, ce n'est pas le cas. C'est aussi une guerre totalement hybride. Il y a vraiment un problème de culture militaire actuellement. Et il y a deux armées qui savent faire cette guerre, c'est l'armée ukrainienne et l'armée russe. Oui. Même l'armée américaine, aujourd'hui, n'est pas prête à livrer une guerre de haute intensité de cette façon sur le terrain. Bon, on peut considérer que les Américains sont très imbriqués dans le dispositif militaire en Ukraine, ils aident à plein de niveaux et ils ont suivi ce conflit. Donc ils ont peut-être cette expérience-là. Mais au niveau de leurs propres troupes, et s'il devait y avoir un clash entre la France et la Russie avec des interventions de troupes au sol, moi, je ne suis pas persuadé que nos troupes soient actuellement capables de mener des guerres pareilles, d'être efficaces, d'avoir un impact. Parce que nous, on a 7 brigades qu'on peut déployer. C'est pas un potentiel, à peu près 20 000, 30 000 troupes. C'était, si vous voulez, ce nombre de troupes, c'est le nombre de troupes que la Russie avait utilisé pour conquérir la zone de Kherson uniquement pendant son invasion. Donc si vous voulez, on est sur d'abord des longueurs de front absolument incroyables. Et aujourd'hui, ce qui manque aux Ukrainiens cruellement, même s'ils ont des drones qui sont très efficaces, ce sont des troupes pour tenir les tranchées. Et aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à remplacer les Ukrainiens ou à leur donner des troupes pour tenir les tranchées. Mais même les Ukrainiens ne veulent pas continuer la guerre. Je crois qu'il y a dans les sondages, maintenant, c'est 25 ou 30% des Ukrainiens qui veulent continuer la guerre. Les soldats tiennent vraiment avec courage, hein, parce que faut te dire, avec un arrière qui flanche, avec les troupes quand même russes qui avancent, qui grignotent petit à petit, quand on a froid. La réalité de la guerre est terrible. C'est compliqué. C'est facile sur les plateaux, effectivement, de commencer cela, mais le vivre dans sa chair, c'est épouvantable. Les soldats sont valeureux des deux coups. Karim Abric, on part outre-Atlantique avec vous, puisque dans ce contexte, volte-face de Donald Trump. Mercredi, qu'est-ce qu'il a déclaré ? Eh bien, annuler le sommet, et pourtant tant attendu. Nous en parlions il y a 15 jours. Nous nous réjouissions de cette perspective de rencontre à Budapest en Hongrie entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, mais voilà, absence de progrès diplomatique dans la guerre en Ukraine selon Donald Trump. Cette rencontre mise de côté pour le moment. Mais il y a une certaine impatience quand même chez Donald Trump maintenant, parce que c'est vrai que ça fait maintenant plus de 3 ans et demi qu'on est dans cette circonstance, dans cette guerre. On a parlé justement de ces victimes, de ces morts, de ces blessés, 3 ans et demi. Je crois que l'Occident, beaucoup de pays occidentaux avaient sous-estimé le pouvoir, j'allais dire, de la Russie aussi. Il y avait cette idée de sanctions économiques, à quel point finalement ça allait mettre la Russie à genoux. On voit que ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, la Russie a beaucoup appris au cours des 3 dernières années sur le front, sur ses façons d'agir, les façons aussi, je vous dirais, ces nouvelles alliances ou des alliances qui se sont renforcées aussi à l'extérieur. Donc, la Russie a appris énormément. Donc, pour revenir à Donald Trump, je pense qu'il espérait... En fait, il aime se faire faiseur de paix. Il a aimé jouer un rôle, notamment, bon côté, on l'a vu avec ce qui se passe du côté de Gaza. Avec la Russie, au début, il mettait davantage la pression sur l'Ukraine. Ça n'a pas fonctionné en disant, bon, peut-être il devrait accepter. Oui, il y a une question finalement de léguer de laisser aller certaines parties de territoire. Ça ne s'est pas fonctionné comme ça. Ensuite, il a mis la pression du côté de Vladimir Poutine. Ça ne fonctionne pas. Donc, bref, une certaine impatience. On verra s'il va avoir de véritables conséquences, parce qu'il l'a fait finalement. Il a décidé d'aller vers des sanctions, de jouer sur le pétrole, sur 2 grandes entreprises pétrolières pour la Russie. Maintenant, est-ce que ça va véritablement avoir certaines conséquences? On voit qu'il joue, enfin, il essaye. C'est comme s'il n'avait comme pas le choix de faire un geste fort, parce qu'il en va aussi de sa crédibilité, mais on voit qu'il y a une certaine impatience et surtout que ça ne bouge pas. Et maintenant, on est passé dans une forme de tragique. Dans les opinions publiques... On va continuer d'en parler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, Vladimir Poutine qui présente son nouveau missile, qui a dit à Washington, on a un nouveau missile qui fonctionne, un missile qui a l'air tout à fait redoutable d'ailleurs. Et puis de l'autre, la Russie qui continue à dire, nous souhaitons un règlement pacifique, tout en estimant que le respect des intérêts russes et l'éradication des causes profondes de la crise ukrainienne devait servir de base pour des solutions justes. On est dans cette espèce de paradoxe cet après-midi. On va essayer de comprendre, de décrypter tout cela. C'est dans un instant sur CNews. Et
de retour sur le plateau de l'heure inter, Ksenia Fedorova, Karim Abrik, Arnaud Klarsfeld et Régis Le Sommier pour vous accompagner. Alors, nous parlions effectivement de cette perspective de tension, voire plus, entre la Russie et la France. Alors ce matin, Vladimir Poutine a annoncé que son missile capable de surmonter tous les systèmes d'interception est actuellement, depuis ce matin, donc en ordre de marche. On l'écoute. Nous parlons des essais du missile de croisière à propulsion nucléaire à portée illimitée Bouré-Nevznik. Je sais, j'ai les rapports de nos industries et je connais les évaluations du ministère de la Défense qu'il s'agit d'une création unique que personne au monde ne possède. Alors c'est vrai que Ksenia Fedorova, on entend cette déclaration comme un avertissement, puisque Vladimir Poutine a prévenu Washington. Nous parlions tout à l'heure de ces montées en tension, l'armée française qui appelle à se préparer à un conflit d'ampleur, et donc pas plus tard que ce matin, Vladimir Poutine qui dévoile ce missile unique. Est-ce que ce n'est pas un avertissement? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas effectivement de la voie diplomatique, encore plus si je puis dire? Ça peut être perçu comme un avertissement, c'est sûr, parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours cette idée de réussir une défaite stratégique de la Russie par l'OTAN. Et donc, ce missile, j'imagine qu'il s'est pris des années le construire. Ça ne se passe pas dans une semaine. Hein. 2018, il l'avait annoncé, me semble-t-il. Probablement, oui. Ce qu'il annonce aujourd'hui, je pense évidemment, c'est un message. Mais vous savez, il a dit aussi deux autres choses. La première, il a dit que la Russie ne fait rien sous pression. Et je pense que ça, c'est adressé à Donald Trump, qui a essayé de mettre une stratégie de, comment on dit, carotte et bâton. Et aujourd'hui, donc, il a imposé des sanctions sur deux grandes entreprises russes producteurs de pétrole. Et en fait, la Russie a déjà une expérience de vivre sous sanctions. Donc peut-être ça ne va pas faire grand-chose, mais l'idée de Donald Trump de faire cette paix, c'est geler la ligne de front actuelle, ce qui va en fait contre l'idée de la Russie, parce que la Russie ne veut pas... Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises que geler la ligne de front aujourd'hui pour que l'Ukraine peut se réarmer et continuer les conflits après, ce n'est pas l'objectif de la Russie. Et donc, deux choses. La Russie, c'est toujours une puissance nucléaire et une puissance militaire. La Russie veut la paix. Mais toutes ces pressions, ça peut mener finalement en escalade. Et je pense que c'est ça ce que Vladimir Poutine essaie de dire depuis très longtemps. Peut-être un dernier mot, parce qu'on va aussi parler du Venezuela. Ça chauffe avec les États-Unis, on va le voir dans un instant. Mais c'est vrai que sur le terrain, quelle est la situation, Régis Le Sommier, vous qui vous êtes rendu sur place régulièrement, puisqu'on parle d'accords ou de voies diplomatiques pour le moment au point mort, mais au fond... Gardons la tête froide, sans passion. Est-ce que la Russie a intérêt, finalement, à ce que le dialogue se poursuive si militairement ils sont en train de gagner sur zone leur but de guerre, finalement? La réponse est dans la question, ouais. Mon cher Olivier. C'est, je pense, le principal point de discorde actuellement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est que, on sait globalement que Vladimir Poutine veut le Donbass, qu'il est prêt à faire des compromissions sur les autres territoires, et notamment les deux autres oblasts qui officiellement ont été annexés, enfin en tout cas font aujourd'hui partie de la Fédération de Russie, qui sont Kherson et Zaporizhzhia, et d'autres territoires conquis dans l'oblast de Soumy, celui de Kharkov, celui de Dniepro. Là, les Russes sont prêts peut-être à faire des trocs. Il y a des possibilités, mais le Donbass, c'est le gros morceau, et actuellement... il y a 5 villes du Donbass qui sont menacées par les Russes, 2 qui sont quasiment perdues, qui sont Pokrovsk et Kupiansk, 3 autres qui sont Liman, Siversk, et une dernière dont j'ai oublié, Konstantinovka, qui elles sont en position d'être assiégées par les Russes. Donc ça veut dire que c'est 5 des principales villes du Donbass, donc de la ceinture de défense ukrainienne, de la dernière rideau défensif ukrainien dans cette région. Et le constat qu'on peut faire, c'est pourquoi négocier un gel du front actuellement, alors qu'on peut obtenir
cette partie du Donbass par les combats. Et ces combats ont été menés aussi, il faut l'expliquer, très rudement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de pertes humaines qui ont été enregistrées pour conquérir ces places fortes. Et la Russie est arrivée et a avancé de façon méthodique. L'Ukraine a résisté et elle continue à résister aussi. C'est vrai que ça fait des centaines de morts tous les jours, mais aucun des deux acteurs ne veut céder actuellement, et donc il va... Aucun ne s'est écroulé suffisamment pour qu'il y ait une paix qui soit évidente. Mais comme Xenia l'a dit, elle a raison, c'est que Poutine serait sans doute d'accord pour geler la ligne de front, à condition que l'autre partie de l'Ukraine reste plus ou moins dans la sphère d'influence russe, c'est-à-dire qu'elle ne se remilitarise pas pour attaquer plus tard quand il y aura un autre président moins favorable à la Russie. Parce que la Russie sans l'Ukraine n'est plus une grande puissance. Donc la Russie veut rester une grande puissance. Peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'elle a raison. Mais sans l'Ukraine, ou sans l'Ukraine dans la zone d'influence russe, la Russie est une puissance régionale, comme l'a dit Obama, puisque Moscou est tout près de mais je pense que les Ukrainiens se battent aussi depuis 3 ans et demi, parce que je pense qu'ils ont peut-être aussi une autre définition. J'ai pas dit que la Russie avait nécessairement raison. Ça joue aussi, mais carrément, la Russie... sur le champ de bataille. Je ne pas dans les plateaux télé. Et là, actuellement... à l'offensive, c'est quand même les Russes qui ont le dessus. Je voulais juste dire carrément que les régions de Donbass, c'est les régions qui... Excuse-moi, je vais juste finir. Les régions de Donbass, c'est les régions qui Kiev a bombardé après 2014. Kiev veut récupérer les territoires qu'il a bombardés depuis des années. Donc, vous voyez, c'est une région russophone. Mon père, par exemple, était né là-bas. Et beaucoup de Russes ont les familles là-bas. Donc, c'est plus qu'une question des géopolitiques et stratégiques. Où on influence, c'est une question en fait des racines. Oui, mais enfin, les racines, dans ces conditions, ma grand-mère, par exemple, elle était née en Moldavie, qui était la Bissarabie à l'époque. Oui. Bon, c'est pour ça aussi que je suis un peu favorable à la Russie d'un certain point de vue, parce que ma grand-mère m'a parlé russe, et la Bissarabie était russe à l'époque. Il y avait beaucoup de territoires. Donc c'est pas parce que la Russie, c'est quand même avancé. Si la Russie, oui, mais il y a une affaire de racines, puisque c'est ce que vous visiez aussi. La Bissarabie, c'était la Moldavie, une partie de la Roumanie. C'est bien autre chose que de récupérer quelques usines rouillées et un bassin minier qui certes a son importance. Enfin, c'est riche, c'est très riche le Donbass. C'est riche, mais avant de le remettre en état, il va se passer un bon moment. Pour les Russes, c'est fondamental. Et depuis 2014, c'est ça qu'on oublie toujours dans l'équation quand Emmanuel Macron parle de guerre d'agression presque gratuite en 2022, c'est édulcorer tout ce qui s'est passé avant et le fait que la guerre a duré de 2014 à 2022 avec des morts de part et d'autre, mais surtout des morts côté séparatiste, et que ça, c'est quelque chose c'est pas une guerre qui a commencé comme ça. La différence majeure, c'est que d'un côté, on regardait l'histoire, de l'autre, on n'a pas regardé l'histoire, d'où cette incompréhension et d'où aujourd'hui cette situation de blocage, me semble-t-il.